Bienvenue sur ma chaîne YouTube Agathe Chéri. Je suis médium, radiesthésiste, formatrice et conférencière. J'ai développé une méthode de radiesthésie que j'ai appelée la méthode Agathe Chéri, centrée sur le nettoyage énergétique des personnes et des lieux avec un objectif précis, l'autonomie énergétique et la souveraineté dans la pratique. J'ai également écrit un livre intitulé Mon univers magique qui explore cet univers et ma manière de comprendre le travail énergétique et les structures invisibles. Ici, sur cette chaîne, je partage des réflexions, des enseignements et des analyses autour de la radiesthésie, des pratiques énergétiques, des traditions spirituelles et de la manière dont on peut développer une compréhension plus autonome de ces phénomènes. Si vous découvrez cet univers aujourd'hui, ce podcast est une première porte d'entrée dans ma vision du travail énergétique et de la relation aux entités et aux structures invisibles. Dans ce podcast, j'aimerais aborder une réflexion qui traverse autant les pratiques de guérison énergétique que l'ensemble des traditions spirituelles occidentales. Une réflexion qui ne cherche pas à opposer les écoles entre elles, ni à juger les pratiques, mais plutôt à interroger un point central, souvent laissé de côté, la place de la médiation dans l'acte spirituel et ce que cette médiation produit chez le praticien. Je vais dérouler ici une lecture structurée, basée sur l'observation des traditions, mais aussi sur une grille personnelle de compréhension de ce que j'appelle les structures énergétiques. Toutes les traditions opératives occidentales, ou presque, reposent sur la médiation d'une puissance extérieure, que ce soit en magie blanche, en magie noire, en théurgie, en goétie, même dans le christianisme et même dans la kabbale pratique. La question, c'est pas est-ce qu'on appelle une entité, mais quelle est la nature de la relation que l'on entretient avec cette puissance. En gros, la goétie ne consiste pas à adorer les démons. Le praticien invoque des intelligences considérées comme infernales afin d'obtenir un résultat. Il existe un contrat implicite. Même lorsque les grimoires disent que le magicien commande aux démons au nom de Dieu, il y a toujours une interaction. Autrement dit, le pouvoir ne vient jamais du magicien lui-même. Et dans la théurgie, ça fonctionne exactement sur le même principe. Seulement, les intermédiaires sont des anges, des archanges, des intelligences célestes. Mais philosophiquement, la structure est identique. Le praticien demande, une puissance répond, il y a une médiation. Par rapport à l'Église catholique, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'exorciste chasse le démon grâce à sa propre énergie. Et c'est absolument pas la doctrine catholique. L'exorciste ne possède aucun pouvoir personnel. Il agit au nom du Christ. Le pouvoir appartient au Christ. L'exorciste n'est qu'un ministre. Autrement dit, il dépend entièrement d'une autorité supérieure. On peut aller chercher par exemple les prières miraculeuses de l'abbé Julio. C'est un cas très intéressant. Historiquement, l'abbé Julio était un prêtre catholique devenu ensuite une figure indépendante en marge de l'institution romaine. Il est surtout connu dans les milieux ésotériques pour ses recueils de prières, de guérisons, de bénédictions et de conjurations. Ses prières invoquent le Dieu, le Christ, la Vierge, les anges, les archanges. Là encore, il ne revendique jamais un pouvoir personnel. Toute son efficacité est censée venir d'une hiérarchie céleste. Et quand on arrive aux guérisseurs modernes, il y a énormément de praticiens qui disent « j'appelle mes guides, je demande à mes ancêtres ». Dans tous les cas, le schéma est exactement le même. Le praticien n'est pas autonome, il devient un intermédiaire. Et plus un praticien dépend d'une entité quelle qu'elle soit, moins il développe sa propre souveraineté énergétique. Le véritable travail n'est pas d'obtenir une aide extérieure, mais de construire une structure intérieure qui rende cette aide de moins en moins nécessaire. Ma question n'est pas de savoir si les entités sont bonnes ou mauvaises. Ma question est de savoir si toute délégation de son pouvoir à une intelligence extérieure crée une forme de dépendance. Est-ce qu'un être humain est capable d'agir seul et qu'est-ce qu'il est capable de faire ? C'est une réflexion qui dépasse largement l'occultisme et c'est une réflexion sur la dépendance, l'autonomie et le pouvoir. À partir de cette base, on peut aller plus loin, parce que la vraie question ne concerne pas uniquement les traditions, elle concerne aussi la manière dont un praticien évolue dans le temps, dans sa relation à l'invisible et à l'action. Que devient un praticien qui ne sait plus agir sans intermédiaire ? Car si chaque problème nécessite une intervention extérieure, alors l'autonomie disparaît progressivement. On ne développe plus sa propre stabilité,
on développe sa capacité à demander, et cette différence me paraît fondamentale. À mes yeux, il existe 3 grandes étapes dans l'évolution d'un praticien. Le premier niveau est celui de la dépendance. Le praticien ne peut rien faire seul. Il prie, il invoque, il supplie, il appelle. Toute son efficacité dépend d'une puissance extérieure. Cette étape n'est ni mauvaise ni ridicule, elle est probablement celle de la majorité des traditions spirituelles. Le deuxième niveau est celui de la coopération. Le praticien acquiert une certaine maîtrise. Il apprend à discerner, à canaliser, à dialoguer. Il devient un partenaire d'une intelligence qu'il considère supérieure. Il n'est plus totalement passif, mais il reste dépendant d'une relation. Le troisième niveau est celui que j'appelle l'autonomie énergétique. L'objectif n'est plus d'obtenir davantage d'interventions invisibles. L'objectif est de construire une stabilité intérieure telle que les interventions deviennent progressivement inutiles. Le pouvoir n'est plus recherché à l'extérieur, il est construit de l'intérieur. Prenons un exemple. Une personne affirme être victime d'une magie. Un praticien répond « Je vais appeler une autre entité pour retirer celle qui vous attaque ». À première vue, cela semble logique, une force contre une autre. Mais regardons le mécanisme. Le premier sorcier dépend d'une intelligence. Le second praticien dépend lui aussi d'une intelligence. La seule différence réside dans le camp choisi. Le fonctionnement, lui, reste identique. On remplace un intermédiaire par un autre. On ne remet jamais en question le principe même de la médiation. Et c'est ici que je m'interroge. Le but ne serait plus d'obtenir toujours plus d'aide. Le but serait d'en avoir progressivement de moins en moins besoin. À mes yeux, c'est peut-être cela la différence entre un praticien qui entretient une dépendance et un praticien qui accompagne une véritable émancipation. Mais cette réflexion ne s'arrête pas à la structure des pratiques. Elle touche aussi à la manière dont on comprend ce qu'est une action énergétique elle-même. Je ne critique pas les anges, les démons, les guides. Ce que je critique, c'est le fait que toute tradition spirituelle qui place le pouvoir hors de l'individu risque de créer une dépendance structurelle. Donc, à quel moment une aide extérieure cesse-t-elle d'émanciper et commence-t-elle à rendre dépendant ? C'est une question que je me pose. Tant que le praticien délègue l'analyse et l'action à une intelligence extérieure, il ne comprend pas la structure qui produit le phénomène. Toutes les traditions produisent des effets en construisant une architecture invisible. Une prière, un rituel, une consécration, une invocation, une malédiction, peu importe la tradition. Toutes ces opérations suivent une organisation. Elles possèdent une logique, des étapes, une intention, des liens, une consolidation. Autrement dit, elles construisent une structure. Et c'est ici que, selon moi, la radiesthésie cesse d'être un simple outil de réponse par un oui ou par un non. Elle devient un outil de lecture de cette architecture. Et ce n'est plus le pendule qui m'intéresse, c'est ce qu'il me permet d'observer, c'est-à-dire la structure. Une magie n'est pas un objet, ce n'est pas une énergie flottante, c'est une construction, comme une maison. Personne ne construit une maison en une seule seconde. On commence par des fondations, puis une ossature, puis les murs, puis la toiture, les réseaux et enfin les finitions. La magie fonctionne exactement de la même manière dans ma grille de lecture. Elle repose sur une succession d'étapes qui créent progressivement une architecture énergétique. Et c'est cette architecture que je cherche à comprendre, pas seulement à détruire. Si je comprends comment une structure est construite, je peux comprendre comment elle se démonte. C'est comme un mécanicien, il ne chasse pas la panne, il comprend le moteur. Et une fois qu'il comprend le moteur, il sait où intervenir. Quand quelqu'un dit « j'appelle une autre entité pour enlever celle qui est déjà présente et qui fait du mal », moi j'ai envie de répondre « peut-être que cela fonctionne dans la tradition de la personne qui agit de cette manière, qui travaille de cette manière. Mais cette méthode n'apprend rien sur la structure qui a produit le phénomène. Je comprends suffisamment la structure pour ne plus avoir besoin de déléguer sa compréhension à une intelligence extérieure. Si on oppose 2 modèles, le premier est celui du praticien qui demande à une intelligence ce qu'il faut faire, et le second est celui du praticien qui comprend lui-même pourquoi la structure elle existe. On n'est plus du tout dans la même philosophie. Dans un cas, le savoir est externalisé, dans l'autre, il est intégré. Et si toute la vérification repose sur une source extérieure, alors moi, en tant que praticienne, je ne dispose pas d'un moyen indépendant de contrôler l'information.
Dans ma pratique, je distingue ce qui relève d'une construction énergétique telle que je la conçois, de ce qui peut relever d'autres choses, notamment psychologiques ou physiologiques. Je ne considère pas que tout phénomène difficile s'explique par une influence spirituelle. Cette distinction est essentielle parce qu'elle évite d'attribuer systématiquement à l'invisible des difficultés qui peuvent avoir d'autres origines. Lorsqu'un praticien travaille avec une puissance qu'il considère supérieure, il peut avoir le sentiment d'accéder à une capacité qu'il ne possède pas seul. Il y a cette perception aussi qui peut renforcer la confiance en sa pratique. Mais elle peut aussi rendre plus difficile l'idée de s'en détacher. Et c'est ici que j'introduis la réflexion sur la dépendance. Parce que si toute efficacité est associée à une médiation extérieure, quel espace reste-t-il pour développer sa propre compréhension et son autonomie ? Moi, je ne suis pas là pour proposer une autre technique. Je propose un autre objectif. Les traditions, elles, cherchent souvent à obtenir une action. Moi, je cherche à comprendre la structure qui rend cette action possible. Et c'est une différence énorme. Dans la méthode Agathe Chéry, on n'est pas dans l'outil divinatoire du oui-non. On est vraiment dans une méthode d'analyse. La radiesthésie telle que je la conçois n'est pas un simple dialogue avec un pendule. C'est un outil qui permet de lire une structure. Derrière chaque opération ésotérique, qu'il s'agisse d'une bénédiction, d'une malédiction, d'une invocation, d'un exorcisme, j'observe une organisation, une succession d'étapes, de liens, d'intentions et de consolidation. Je ne cherche pas d'abord à savoir quelle entité agit, je cherche à comprendre comment cette structure a été construite. Si quelqu'un comprend cette architecture, il n'a plus besoin de demander à une autre intelligence de venir la détruire. Il sait où intervenir, il sait quelles sont les parties porteuses, il sait ce qui maintient l'ensemble, et c'est précisément ce que moi j'appelle l'autonomie énergétique. Ça ne consiste pas à dire que je refuse les entités, elles sont là, on ne va pas les nier. Je veux juste développer suffisamment de compréhension pour ne plus avoir besoin de déléguer systématiquement mon analyse ou mon action. Et dans le cadre où on fait appel à une entité pour enlever une autre entité ou une entité pour enlever un travail énergétique, dans cette logique, une puissance répond à une autre puissance. Et selon certaines traditions, cette méthode peut être considérée comme légitime et efficace, sauf que pour moi, on ne sait pas ce qui s'est passé entre le début et la fin. On ne sait pas si le praticien a compris la structure. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'on a travaillé à l'aveugle vu qu'on a délégué. Le praticien a-t-il acquis une meilleure connaissance du mécanisme ou bien a-t-il simplement obtenu un résultat grâce à une médiation ? La dépendance ne vient pas seulement de la relation avec une entité, elle vient du fait que le savoir reste extérieur au praticien. La puissance reste extérieure, la compréhension également reste extérieure. Et si tout est extérieur, alors il devient difficile de construire une véritable autonomie. Enfin, je terminerai sur une idée qui me paraît très forte et qui, selon moi, résume tout mon message. Je ne cherche pas à convaincre les gens qu'ils devraient abandonner leur tradition. Je les invite à se poser une question simple. Est-ce que ma pratique me rend progressivement plus autonome ou est-ce qu'elle me rend progressivement plus dépendant d'une médiation extérieure ? C'est une question qui peut se poser en goétie, en théurgie, en tant que guérisseur, en tant que radiesthésiste ou médium. Et c'est précisément parce qu'elle ne dépend pas d'une dogmatique particulière qu'elle donne, à mon sens, une véritable portée philosophique à ce podcast. Si cette réflexion vous parle, elle n'a pas vocation à imposer une réponse, elle invite simplement à observer sa propre pratique, à voir si elle construit de l'autonomie ou si elle construit de la dépendance. Si la méthode Agathe Chéry vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension et la pratique de l'autonomie énergétique, vous pouvez retrouver mon livre, mes ateliers, mes formations directement sur mon site internet www.agathechéry.fr. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochains podcasts et contenus que je publie ici. Si cette vidéo vous a apporté une réflexion ou une prise de conscience, n'hésitez pas à me mettre un like, à commenter et à la partager autour de vous. Merci pour votre présence et votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. Prenez soin de vous.